L'introduction au TP numéro 2, le système de serrage d'une machine à injection. L'objectif du TP numéro 2 est de mettre en application les éléments finis qu'on a vus dans le cadre du TP numéro 1 à des systèmes plus complexes. Et on va utiliser pour cela une interface graphique pour être capable de faire notre géométrie et ensuite notre maillage par élément fini qui va venir se coller sur cette dernière. La structure qui est à l'étude est une presse à injection. Dans une presse à injection, on retrouve ici les deux parties d'un moule. On retrouve ici des vérins hydrauliques qui vont venir comprimer ici un plateau qui est guidé par deux tiges très rigides. Pendant l'injection, le moule est maintenu sous grande pression pour éviter les fuites de polymère qui pourraient résulter de l'application de la pression d'injection. Donc, un polymère fondu est injecté dans le moule, il est refroidi à grande vitesse, les deux parties du moule s'ouvrent, la pièce est injectée et c'est refermé et on injecte une autre pièce par la suite. Donc, c'est un procédé qui est utilisé de manière très répétitive à grande cadence. Notre problème ici présente trois plans de symétrie. Quand on s'intéresse principalement à ce qui se passe ici sur le plateau et sur les tiges, on se rend compte ici qu'on peut facilement couper notre problème avec trois plans de symétrie. Ce qui fait en sorte qu'on pourra, au lieu d'étudier la structure au complet, n'étudier qu'un huitième de cette dernière. De plus, dans le cours ici, nous n'allons pas simuler les interactions de contact qu'il y a entre le moule et la plaque. Nous allons remplacer cette dernière par une distribution de pression. Donc, finalement, la pièce qu'on aura étudiée ici, c'est une plaque avec des conditions de symétrie sur deux côtés, ainsi qu'une poutre qui va être encastrée dans cette dernière. Sur la poutre, j'aurai aussi des conditions rives de symétrie. Et encore une fois, j'aurai un chargement ici, une pression qui va être appliquée sur toute la surface. Avant d'aller un peu plus loin dans l'application de l'échelle d'éléments finis pour le calcul de cette structure-là, on va réfléchir aux hypothèses que l'on va faire sur cette dernière. Donc, pour ça, nous allons utiliser les approches de résistance des matériaux pour nous permettre d'estimer les efforts sur la structure et bien arrêter nos hypothèses de modélisation. Donc ici, on fait l'hypothèse que le champ de pression qui résulte de l'interaction entre le moule et le plateau va être représenté par une pression uniforme. Cette pression uniforme-là, qui va agir sur une certaine portion de la structure, on va la remplacer par une force concentrée et évidemment, associée à cette dernière, il va y avoir un moment de réaction sur les endroits où on a coupé la structure, donc ici et ici sur notre pièce. Pour les besoins de la simplification, on va considérer ici qu'on a un problème 2D. J'ai ici la tige qui rentre dans la plaque. Donc, cette tige-là, sur mon dessin, c'est celle qui est ici. Et je vais idéaliser mon plateau ici par une poutre. Donc, on a un problème finalement avec deux poutres. On a fait une coupe au point A, on a fait une coupe au point C. Donc, à ces endroits-là, je vais avoir des efforts internes, donc des efforts tranchants et des moments fléchissants que je vais pouvoir ici calculer par équilibre. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment je peux simplifier ici l'ensemble de mes calculs pour justifier le choix de mes hypothèses de modélisation. Donc, la première étape qui va nous intéresser, c'est de calculer les réactions aux appuis ici de ce problème-là. Donc, en principe, comme on est dans un problème 3D, on aura ici trois forces et trois moments à chacun des deux endroits. Donc, on idéalise déjà le problème comme un problème 3D qu'on ramène à un problème 2D. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va réduire le nombre d'inconnus à chaque endroit à 3, c'est-à-dire deux forces de réaction dans le plan et un moment hors du plan. Maintenant, on sait ou on peut facilement montrer que si on a une poutre qui présente une déformée symétrique en flexion, il est facile de montrer que l'effort tranchant au plan de symétrie est nul. Donc, avec cette observation-là, on voit ici que la force FA et la force FC, donc FA en Y et FC en X sont nuls. Donc, si je reviens sur mon transparent précédent, donc la force FX, ce serait celle qui serait dans cette direction-là. Si je mets X ici, et si je mets Y, donc la force Fx va être nulle parce que si ici ma poutre est en flexion, l'effort tranchant est nul au plan de symétrie. Et pour la poutre qui est ici, l'effort tranchant dans la direction des Y, qui va faire la flexion de
la poutre de 147 mm de long va être aussi égale à 0. Comme par équilibre, on doit avoir que la somme des forces en x égale à 0, ben, si j'ai FCx qui est égal à 0, ben, je vais avoir ici FAX qui va être égal à 0. Même chose si je fais la somme des forces en y, je vais avoir aussi que FCY est égal ici à F qui est appliqué sur mon plateau. Hein. J'ai une charge F qui est ici. Le seul endroit où j'ai une autre réaction F possible, c'est ici, et je vais avoir une force F de sens opposé. Maintenant, ce qui nous reste, c'est de calculer les moments MA et MC. Donc, j'ai pris les deux premières équations d'équilibre que j'ai à ma disposition. Il m'en reste une troisième, mais ici, malheureusement, j'ai deux inconnus pour une seule équation. Donc, j'ai un problème ici qui est hyperstatique. Et pour pouvoir le résoudre, on va devoir utiliser le théorème de Castigliano. Donc, si j'applique la somme des moments égale à 0, j'obtiens ici MA plus MC plus le moment créé par la force F sur le plateau, moins le moment créé par la force F dans la tige, égale à 0. Donc, je trouve ici que j'ai une relation entre le moment MA et le moment MC. Donc, pour arriver à solutionner ce problème-là, dans la méthode de Castigliano, on va calculer l'énergie de déformation en flexion dans la structure. On va la dériver par rapport au moment MC et ça va nous permettre de calculer cette surabondante-là. Une fois qu'on aura calculé MC, on sera capable de calculer ici MA sur notre problème. Donc, dans la suite, on va négliger ici les contraintes de cisaillement induites par les efforts tranchants ainsi que l'énergie de déformation induite par les forces axiales. De toute façon, ces deux quantités-là ne vont pas dépendre de MC, donc quand on va dériver U par rapport à MC, elles vont disparaître. Donc, ce qui nous reste comme calcul à faire ici, c'est l'intégrale dans les deux poutres, AB et BC, de l'énergie de déformation de flexion. Si on se souvient de ces équations de résistance matériau 2, on doit ici réaliser les intégrales suivantes. Donc, on doit intégrer le moment fois la dérivée du moment par rapport à MC sur la longueur des poutres. Donc, on va s'exécuter. Donc, dans la poutre BC, je rappelle, c'est la tige là, qui est verticale. Dans cette poutre-là, j'ai que deux moments aux extrémités et des forces axiales. On a dit tout à l'heure qu'on négligeait les forces axiales. Donc, sur la poutre ici, j'ai deux moments aux extrémités. Donc, si j'ai deux moments aux extrémités, je vais avoir MC qui va être constant dans toute cette poutre-là. Donc ici, si je calcule l'énergie de déformation associée au moment MC, j'obtiens ici ce résultat-là, où E, c'est le module de Young de la tige, et IT, c'est le second moment de section de la tige. Maintenant, dans la poutre qui est assimilée ici au plateau, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que ici, j'ai une réaction de moment. Donc, dans la portion ici de 0 à 51 mm, j'ai pas d'effort tranchant parce que j'ai pas d'effort tranchant ici, donc j'ai pas d'effort tranchant ici. Donc, dans cette portion-là, le moment est constant. Par contre, dans la portion ici, entre B et l'application de la force, j'ai un effort tranchant, donc le moment va varier en fonction de X. Donc ici, pour calculer l'énergie de déformation dans cette poutre-là, j'ai deux composantes. La première, c'est l'intégrale de l'énergie de déformation de 0 à 51 mm. Donc ici, le moment à cet endroit-là est exprimé en fonction de MC. Donc ça me donne ici cette relation-là, qu'une fois que j'intègre, ben, je multiplie ici par 51 puisque ça ne dépend pas de X. Dans mon équation ici, j'ai que E, c'est le module de Young du plateau et IP, c'est le second moment de section du plateau. Maintenant, entre les deux forces, je vais avoir ici un moment qui va se développer. Donc, le moment qui va se développer ici va être donné par Fx moins MC, donc de 0 à 96. Donc, c'est cette quantité-là ici que je vais intégrer tout le long de la poutre. Et ça me donne la quantité qui est ici. Donc, finalement, si je calcule la dérivée de l'énergie de déformation par rapport à MC, que je mets ça égal à 0, j'obtiens l'équation qui est ici. Ça me permet ici, par la suite d'isoler MC. Si je réarrange les termes et que je regroupe ensemble les seconds moments de section des deux des plateaux et de la plaque et que je fais l'hypothèse ici que j'ai le même matériau dans la plaque et le plateau, j'obtiens que MC est donné par la relation qui est ici.
Et pour le problème qui nous intéresse ici, si on fait les calculs que vous devrez faire en exercice, on a ici que xi, c'est 0.115. Donc, je vais avoir ici que mc, c'est à peu près 5 fois la force F. Par équilibre, on avait ici que ma était donné par la relation qui est égale, qui est ici, qui est 91 fois F. Donc, on voit ici que ma est à peu près 20 fois plus petit, mc est à peu près 20 fois plus petit que ma. Ce qui fait en sorte que dans nos hypothèses, dans nos calculs subséquents, on pourra négliger ici l'effet du moment MC. Le moment MC, je le rappelle, c'est le moment ici qui se développe dans notre tige. Donc, dans la tige ici qui est attachée au moule, donc c'est le moment de flexion qui se développe dans cette dernière. Donc, on va faire l'hypothèse ici que finalement MC par rapport au moment qui se développe ici va être négligeable. Donc, une fois qu'on a fait cette observation-là, on peut simplifier de nouveau notre problème. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la façon dont notre plateau va se déformer. On sait que si on fait une étude d'éléments finis du contact, on va se rendre compte que la distribution de force entre le plateau et le moule va suivre la distribution qui est ici. C'est-à-dire que plus on va s'approcher des bords du moule, plus grandes vont être les contraintes, donc plus grandes vont être les charges distribuées. Ici, je vais avoir un moment, et à cet endroit ici, puisqu'on a montré tout à l'heure qu'on pouvait négliger le moment MC, je vais faire l'hypothèse ici que j'ai une force, qui est la force qui passe par les tiges à cet endroit-là. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir quel type d'hypothèse que l'on fait lorsqu'on suppose ici qu'on aura une distribution qui sera à peu près uniforme de la force F, de la force W, pardon. Donc, prenons un premier cas ici où la force W suit la distribution qui serait celle que l'on obtiendrait si on faisait un calcul d'éléments finis poussé en tenant compte le contact entre le moule et le plateau. Donc, si j'ai une distribution comme celle-là, le centre de masse de cette force va être, si ici j'ai L sur 2, va se trouver en L sur 4 et un petit peu plus à droite, donc L sur 4 plus E. Ça va faire en sorte que si je fais l'équilibre des forces, le moment M ici va être donné par 147, qui est la longueur ici entre les deux, moins L sur 4 moins E fois F. Maintenant, si je fais ici l'hypothèse d'une distribution uniforme, en faisant l'hypothèse d'une distribution ici qui serait uniforme, je vais me retrouver avec la force qui est centrée à une distance de L sur 4 du côté ici. Ça va faire en sorte que le moment que je vais me retrouver à cet endroit va être égal à 147 moins L sur 4 F. Si on compare les deux situations, on se rend compte que dans la situation réelle, le moment qui va se développer ici va être plus petit. Parce que, regardez, dans le cas réel, on a M qui est égal à 147 moins L sur 4 moins l'excentricité qui vient du fait que la distribution n'est pas uniforme. Tandis que si on fait l'hypothèse d'une charge qui est uniformément répartie pour simuler l'interaction entre le moule et le plateau, on aura ici un moment qui vaut 147 moins L sur 4. Donc, on aura un moment qui va être plus grand, donc qui va induire des contraintes plus grandes dans le plateau et qui va induire des déformations plus grandes. Donc, ce que l'on a ici, finalement, c'est une approche qui serait plutôt, qu'on pourrait dire, plutôt conservatrice de notre problème. Donc, en remplaçant l'interaction entre le moule et le plateau par une force uniformément distribuée, on fait une hypothèse ici qui va être conservatrice. Donc, ce qui nous intéresse dans cette structure-là, finalement, ce sont plusieurs choses. La première chose qui nous intéresse, c'est de s'assurer ici qu'il n'y ait pas trop de flexion dans nos tiges. En effet, les tiges sont guidées par des mécanismes de roulement à billes de haute précision. S'il y a trop de flexion à l'intérieur de ces dernières, on risque d'endommager les mécanismes. Donc ici, une des premières choses que vous allez étudier dans le TP, c'est l'angle de rotation de ces poutres-là lorsque tout le système est attaché ensemble. L'autre entité qui va vous intéresser dans la structure, c'est aussi les contraintes qui vont se développer à l'intérieur du plateau. Vous ne voulez pas déformer plastiquement votre plateau, vous voulez pouvoir être capable de l'utiliser plusieurs fois à répétition avec votre machine. Donc, pour arriver à faire ça, on va réaliser le maillage élément fini de la structure suivante. Donc, dans le logiciel que vous allez utiliser, vous allez créer un modèle qui va ressembler à peu près à celui-là ici, où on aura les éléments de plaque qui vont représenter ici le plateau, la surface du plateau. Vous aurez ici un trou, parce qu'on a une tige qui rentre dans le trou,
Et vous aurez ici les éléments de poutre qui seront modélisés par des éléments de poutre dans le logiciel que vous allez utiliser. Vous aurez aussi ici des conditions rives de symétrie à imposer, des conditions de rives de symétrie à imposer sur les côtés de votre modèle. Je vous invite ici à porter attention au fait que ce que vous voyez à l'écran, c'est une interprétation du maillage par élément fini de votre problème. Ça ne correspond pas à une géométrie CAD de la structure. Donc ça, c'est très important lorsqu'on commence à travailler avec les interfaces graphiques de faire la différence dans notre tête entre la géométrie sur laquelle on va venir coller des éléments finis et les éléments finis eux-mêmes. Ça, c'est une première nouveauté pour vous dans l'application des éléments finis avec une interface graphique. Finalement, ce qui manque ici, c'est que pour l'instant, à la fois le plateau et la tige ne sont pas liés ensemble. Donc, pour s'assurer que tout ce monde-là est lié ensemble, on va créer ici des éléments rigides entre la tige qui est ici et tous les nœuds qui sont sur le tour de la plaque ici. Donc, vous allez utiliser des commandes de lien rigide dans votre code de calcul par élément fini pour lier ici le nœud qui se trouve sur la poutre avec tous les nœuds qui se trouvent ici sur les éléments de plaque. Donc, dans le TP, on va faire plusieurs études. Donc, on va faire des calculs avec des éléments de plaque à 4 nœuds, des éléments de plaque à 4 nœuds où on augmente la densité du maillage pour faire une étude de convergence. Et on va finalement terminer tout ça avec des plaques à 3 nœuds et vous allez pouvoir comparer l'efficacité, les résultats différents que vous obtenez en prenant des maillages différents. Finalement, en vue de la séance de TP, il est très important de se préparer ici. Donc, il est important de lire le syllabus et d'identifier les dimensions qui vont correspondre à votre problème. Avec ces dimensions-là, vous allez pouvoir calculer les propriétés de section qui sont nécessaires pour votre problème et aussi avoir une bonne idée de la géométrie qui vous intéresse. Donc, des fois, juste faire un petit croquis, ça nous aide déjà à savoir quel chiffre on va devoir entrer dans notre code de calcul par élément fini et ainsi économiser un temps précieux plutôt que de passer d'un plan à l'autre. Donc, je vous souhaite une bonne séance de TP sur ce problème qui est fort intéressant.